Cela fait maintenant plus d'1 an que le télescope James Webb, dont la construction aura pris plus de 20 ans, a été lancé. Et, au cours d'un laps de temps relativement bref, ce matériel ultramoderne, et le plus perfectionné de l'histoire, a déjà permis de nombreuses découvertes. En observant l'univers dans l'infrarouge, James Webb nous permet de voir des choses qu'aucun autre télescope n'avait jamais montrées auparavant. L'objectif principal de cet incroyable appareil est d'étudier la formation des galaxies et des étoiles qui sont apparues dans l'univers primordial. Par exemple, observons la pouponnière d'étoiles la plus proche de nous. C'est une région de l'espace où naissent de nouveaux astres. La NASA a partagé ce cliché saisi par le télescope, qui nous montre une petite région de formation d'étoiles. Si vous regardez attentivement l'image, vous apercevrez les jets de matière produits par les étoiles naissantes. Autour d'eux, des nuages de poussière cosmique de différentes couleurs se mêlent les uns aux autres. C'est une vue fascinante. La poussière rouge est constituée de molécules d'hydrogène. On peut également remarquer que certaines étoiles présentent quelque chose de semblable à des ombres. Celles-ci indiquent la création de ce qui deviendra plus tard des planètes. À première vue, l'image peut sembler très chaotique. Mais les astronomes affirment qu'il s'agit là d'une pouponnière d'étoiles relativement petite et tranquille par rapport à certaines autres. De nombreuses jeunes étoiles sont de taille similaire à notre Soleil, ou un peu plus petites. La photo elle-même a été prise à l'aide de la caméra proche infrarouge de James Webb. C'est la caméra principale du satellite, capable de prendre des photos du cosmos dans 2 différentes gammes d'infrarouge. Une autre incroyable découverte faite par le télescope James Webb est celle de molécules de fumée dans une galaxie très lointaine. C'est la première fois que de telles molécules sont découvertes aussi loin de notre planète. La galaxie en question se situe à 12,3 milliards d'années-lumière de la Terre. Elle s'est probablement formée environ 1,5 milliard d'années après le Big Bang. Malgré l'immense distance entre cette galaxie et notre planète, les scientifiques sont parvenus à détecter des composés chimiques habituellement présents dans la suie ou dans la fumée. Et cette découverte n'est pas des moindres, car elle a repoussé le record de détection de telles molécules complexes d'environ 1 milliard d'années. Cette étude a également confirmé l'incroyable potentiel de l'équipement spatial le plus avancé de notre époque. En effet, il est parvenu à faciliter cette découverte en dépit du fait que le spectromètre nécessaire aux mesures ait été endommagé suite à une dégradation aussi soudaine que surprenante. Le télescope James Webb a également contribué à notre compréhension des exoplanètes. Il s'agit de ces planètes qui orbitent autour d'étoiles autres que notre propre Soleil. C'est au début de l'année 2023 que l'Observatoire spatial a repéré sa première exoplanète, LHS 475b. Elle se situe à 41 années-lumière de la Terre et a à peu près la même taille que notre planète. Selon la NASA, James Webb serait à l'heure actuelle le seul télescope en service permettant de catégoriser l'atmosphère d'exoplanètes d'une telle taille. L'équipe de chercheurs à l'origine de cette découverte estime que ces résultats ne font que souligner la précision du télescope. Ils espèrent qu'il nous aidera à localiser de nombreuses autres exoplanètes rocheuses que nous pourrions être en mesure de coloniser dans le futur. Même si, à première vue, il peut sembler que l'univers soit assez vide, c'est en réalité un endroit très animé. Et James Webb dispose de tous les instruments nécessaires pour observer l'incroyable variété d'événements cosmiques qui s'y déroulent. Regardez simplement cette photographie de WR124. C'est une étoile à l'aube de sa propre destruction. Sur cette photo, l'étoile est sur le point de se transformer en supernova. Cela se produit lorsqu'un astre épuise tout son carburant et implose à la fin de son cycle de vie, libérant un immense nuage de poussière spatiale et de gaz ardent dans l'espace. L'étoile saisie par le télescope est une étoile dite de Wolf-Rayet. Il s'agit de la période de la vie d'une étoile où elle perd ses couches externes avant de devenir une supernova. Une autre chose étonnante découverte par James Webb est un hybride d'étoiles et de planètes qui présente des nuages très bizarres. Ce corps étrange est en réalité une naine brune, baptisée VHS 1256b. Ces dernières sont plus grandes que des planètes, mais trop petites pour être considérées comme des étoiles. Elles émettent une lumière qui leur est propre et sont assez chaudes. Mais leur masse n'est tout simplement pas suffisante pour produire la fusion de l'hydrogène en hélium, comme le font les étoiles à part entière. Les corps célestes de ce type ne sont pas réellement bruns. Ils se déclinent dans une large gamme de couleurs, mais celles-ci sont essentiellement invisibles à l'œil humain. Ce que nous pouvons voir, c'est la lumière qu'ils émettent, et pour nous,
Elle semble être de couleur orange foncé ou magenta. La naine brune, découverte par James Webb, représente presque 20 fois la taille de Jupiter. Elle orbite autour de 2 naines rouges, et pour accomplir cette orbite, elle a besoin d'un peu plus de 10 000 ans. Les astronomes ont découvert cette exoplanète singulière en 2016. Mais à ce moment-là, ils ne l'ont pas considérée comme une naine brune, et, par conséquent, étaient incapables d'expliquer sa mystérieuse lueur rougeâtre. Maintenant, grâce au télescope, ils connaissent l'origine de cet objet spatial. Enfin bref, revenons à ces nuages. Comme vous le savez, les nuages sur Terre sont composés de vapeur d'eau. Mais ceux de la naine brune sont bien différents. Ils semblent être faits de sable. Il a beau ressembler au sable de notre bonne vieille Terre, mais ce n'est en fait pas le cas. Ces nuages sont constitués de minuscules particules de silicate. Une autre découverte récente concerne plusieurs grandes galaxies que les scientifiques pensent être nées peu de temps après le Big Bang. Elles n'étaient pas censées se trouver là, et personne ne s'attendait à les découvrir. Mais le télescope spatial James Webb, lui, les a repérées. Ces galaxies, aussi massives que notre Voie lactée natale, sont pleines d'étoiles matures rougeoyantes. Les astronomes ont analysé la lumière qui en provenait et ont estimé leur âge 5 à 700 millions d'années après le Big Bang. Cela signifie qu'elles sont apparues alors que notre univers était encore très jeune, pratiquement un bébé. Mais le plus étrange dans ces galaxies, c'est leur taille colossale et l'âge des étoiles qui y résident. Les données collectées par le télescope ne correspondent pas à notre conception préalable de l'univers et de son évolution première. Elles ne correspondent pas non plus aux observations précédemment effectuées par le télescope Hubble. Et ici, James Webb a photographié une zone reculée de l'espace avec un niveau de détail inégalé. Cette région est connue sous le nom d'amas de Pandore. Sur l'image, on peut observer 3 énormes amas galactiques qui se rassemblent pour former un superamas. La masse combinée de ceux-ci gît comme une puissante lentille gravitationnelle. Et grâce à cet effet naturel de grossissement, les scientifiques peuvent observer d'autres galaxies de la région. Les astronomes affirment que ces images les plus récentes de l'amas de Pandore sont les plus détaillées qu'ils aient jamais vues. James Webb a également réussi à repérer des milliers de jeunes étoiles encore jamais observées auparavant, dans la nébuleuse de la Tarentule. Cette formation cosmique doit son nom aux filaments de poussière repérés tout autour dans des clichés précédents. C'est la plus grande région de formation d'étoiles du groupe local, lequel comprend les galaxies les plus proches de la Voie lactée. Les images du télescope James Webb nous ont considérablement éclairés sur la composition de cette nébuleuse. Il y a également détecté des proto-étoiles, de très jeunes astres en train de gagner en masse. Les astronomes s'attendent à ce que ces proto-étoiles finissent par se former tout à fait, façonnant encore davantage la nébuleuse. Parmi les autres découvertes effectuées par le télescope James Webb, on compte la naissance de 50 étoiles lointaines. Certaines d'entre elles présentent des disques protoplanétaires qui pourraient plus tard former des systèmes solaires à plusieurs années-lumière de notre propre système. Voici une autre photographie de James Webb. On peut y voir un trou noir supermassif, d'une masse équivalente à celle de 9 milliards de soleils. Il est si ancien et si proprement gigantesque que les scientifiques ont bien du mal à expliquer son existence. Les astronomes ont également découvert un anneau lointain de poussière, de roches et de gaz qui contient un composé chimique appelé méthylium. Il est connu comme l'un des blocs de construction de la vie à l'échelle moléculaire, et on le retrouve dans la plupart des matières organiques de notre planète. James Webb a également aidé les chercheurs à observer de puissantes tempêtes de sable sur une planète située à 378 000 milliards de kilomètres de distance. Les astronomes étaient ravis de découvrir ce véritable coffre au trésor, rempli de nombreuses particules de sable microscopiques. Et maintenant, observez ceci. Vous reconnaissez cette image? Il s'agit des piliers de la création. Mais ce nouvel angle nous montre à quel point cette région poussiéreuse est véritablement étoilée. Vous pouvez comparer cette nouvelle photo avec celle prise par Hubble en 2014. C'est une preuve flagrante de nos progrès scientifiques. Ça y est, le télescope James Webb a été entièrement déployé. Si tu t'intéresses à l'astronomie ou à l'espace, tu peux te réjouir de cette avancée. Et voici pourquoi. Pour commencer, il est énorme.
Le miroir primaire du JWST fait plus de 6 mètres de large. Le télescope spatial Hubble, le précédent plus grand œil de l'espace, a un miroir d'environ 2,27 mètres. À titre de comparaison, si tu plaçais les deux télescopes côte à côte, ce serait comme mettre un cheval à côté d'un éléphant. Un gros éléphant adulte. Il y a une raison parfaite pour laquelle le Webb, comme on l'appelle affectueusement, est massif. Ce n'est pas un télescope optique au sens traditionnel du terme, comme la plupart de ses semblables. Le JWST est un télescope infrarouge. Il perçoit la chaleur. La lumière infrarouge a une longueur d'onde plus longue que la lumière visible. Il a donc besoin d'un miroir plus grand pour focaliser cette lumière. Avec le télescope spatial James Webb, nous avons deux choses jamais vues auparavant. D'une part, une technologie inédite et d'autre part, des missions scientifiques incroyables. Les missions et la technologie sont toutes deux à la pointe du progrès. Le Webb est un exemple classique d'ingénierie au service de la science. Grâce à sa plus grande capacité de collecte lumineuse, le télescope spatial James Webb pourra capter des images de choses que nous n'avons jamais pu voir auparavant, mais que nous avons toujours voulu voir. Des choses comme les exoplanètes, les premières galaxies de l'univers, et des étoiles et des planètes se formant à l'intérieur de nébuleuses. Sans compter qu'il y aura aussi sans doute beaucoup de surprises. Le télescope spatial James Webb a plusieurs trucs technologiques dans sa manche, qui promettent de déboucher sur les plus grandes découvertes scientifiques. Le Webb possède un coronographe, qui plus est, très spécial. Le coronographe est l'outil qui permettra de prendre les premières vraies photos d'exoplanètes. Le coronographe bloque la lumière vive et ponctuelle des étoiles dont nous savons déjà qu'elles ont des planètes en orbite autour d'elles. Sans le coronographe, la lumière de ces étoiles rendrait les choses trop brillantes pour voir les exoplanètes, qui sont des centaines de milliers de fois plus ternes que leur étoile. Mais avec le coronographe qui bloque la lumière des étoiles, les exoplanètes sont visibles. Et le coronographe du JWST peut bloquer la lumière d'une centaine d'étoiles en même temps. Nous pouvons nous attendre à un essaim d'exoplanètes. Cela nous amène au prochain gadget high-tech dont le JWST est équipé, un spectrographe sans fente. Habituellement, un spectrographe ordinaire a une fente pour permettre à un éclat de lumière d'entrer et d'être diffracté. La diffraction est la dispersion de la lumière pour révéler le spectre des longueurs d'onde qui la composent. Mais le travail du télescope spatial James Webb est si sensible qu'un éclat de lumière submergerait l'optique. Un spectrographe sans fente a donc été installé. La lumière des étoiles recueillie par le grand miroir est envoyée dans un câble en fibre optique pour n'envoyer qu'un seul point de lumière dans le spectroscope. Et c'est là que le grisme prend le relais. Sir Isaac Newton a utilisé un prisme pour découvrir le spectre de la lumière du Soleil, comme tu t'en souviens peut-être. Mais le Webb utilise un grisme. C'est un mot anglais fabriqué à partir de deux autres, grated prism, qui signifie prisme à grille. Cela signifie qu'il a de toutes petites rainures qui diffractent le point de lumière que le grand miroir envoie le long du câble en fibre optique et dans le spectrographe. La science qui consiste à lire un spectre de lumière s'appelle la spectroscopie. En analysant les spectres lumineux provenant des exoplanètes, le JWST déterminera quels gaz se trouvent dans l'atmosphère de celle-ci, ainsi que leur densité et même leur température. C'est une avancée incroyable dans nos connaissances. Nous serons capables de dire si une planète contient de l'oxygène ou de l'azote ou du méthane, voire d'autres gaz qui pourraient ou non indiquer que la planète est habitable. Une autre Terre peut-être. Actuellement, le JWST est stationné dans son emplacement permanent. Contrairement au télescope spatial Hubble qui tourne autour de la Terre, le télescope spatial James Webb tourne autour du Soleil. Il orbite autour du Soleil à l'un des points d'équilibre gravitationnel entre le système Terre-Soleil. Il reste simplement là, n'utilisant pas ou très peu de carburant pour maintenir sa position. Comme la Terre est en orbite autour du Soleil, le James Webb stationne à un endroit qui est aussi en orbite autour du Soleil. Il existe 5 points d'équilibre gravitationnel entre la Terre et le Soleil. On les appelle les points de Lagrange, du nom de leur découvreur, Joseph-Louis Lagrange, au XVIIIe siècle. Le Webb est stationné sur le point L2, le deuxième des 5 points de Lagrange qui se trouve à 1,5 million de kilomètres dans l'espace, bien au-delà de la Lune. Tout cela pour observer un point de lumière infrarouge. Mais d'abord, les ingénieurs doivent trouver ou acquérir ce point de lumière. Pour obtenir un point de lumière infrarouge, les 18 miroirs hexagonaux ont dû être dépliés depuis leur position à l'intérieur de la fusée Ariane qui a envoyé le Webb dans l'espace. Une fois les miroirs dépliés, leurs positions doivent être ajustées avec une précision microscopique pour que les 18 miroirs produisent une seule image.
Plusieurs moteurs minuscules sont fixés à chaque segment de miroir pour effectuer ces ajustements. Ces moteurs, qui doivent être activés individuellement, vont progressivement tirer les segments de miroir en forme de nid d'abeille pour les aligner. C'est une partie essentielle de la mission et il faut des mois pour la mener à bien. Pour aligner les miroirs, afin de produire un seul point lumineux, le télescope spatial James Webb ne doit pas être secoué. Il doit être maintenu absolument immobile. Et cela nécessite deux autres technologies de pointe, le pare-soleil et le refroidisseur cryogénique. Dans l'espace, la lumière directe du Soleil est très chaude et l'ombre est très froide. C'est pourquoi le télescope spatial James Webb a apporté son propre pare-soleil de haute technologie qui est énorme puisqu'il est aussi grand qu'un court de tennis. Composé de 5 couches individuelles de film Kapton d'1 mm d'épaisseur seulement, chaque couche du pare-soleil a dû être déployée individuellement à distance à l'aide d'un système de 8 moteurs et 139 actionneurs comprenant des milliers de pièces. Le but du pare-soleil est d'aider le JWST à rester froid. Plus il est froid, mieux c'est. Quant au refroidisseur cryogénique, il sert à le rendre encore plus froid. La température peut être mesurée de 3 façons différentes. En degrés Fahrenheit, où l'eau gèle à 32 degrés et bout à 212, en degrés Celsius, où l'eau gèle à 0 degrés et bout à 100 degrés, mais aucun de ces thermomètres n'a de point de départ. Au XIXe siècle, Lord Kelvin a donc imaginé une troisième échelle de température, l'échelle Kelvin, qui commence au zéro absolu, la température la plus froide possible. Le refroidisseur cryogénique embarqué refroidira le JWST à seulement 7 degrés Kelvin, soit 7 degrés au-dessus du zéro absolu. À cette température, pratiquement toute la chaleur des moteurs sera éliminée et le télescope pourra se focaliser sur la lumière d'un seul point sans qu'aucun bruit, autrement dit mouvement, n'interfère avec la qualité de l'image. Enfin, après que toute cette incroyable technologie ait été mise en fonctionnement à distance et comme prévu, nous sommes presque prêts à observer les images infrarouges du miroir géant multisegmenté dont dispose le télescope spatial James Webb. Presque prêt. Un télescope peut collecter toute la lumière qu'il veut, mais au final, il doit aussi être capable de détecter ce qu'il a collecté. Si la lumière n'est pas détectée, elle n'est pas vraiment observée. C'est là qu'interviennent les détecteurs infrarouges. Le Webb en possède 15. Ce matériau semi-conducteur spécialement fabriqué produit une légère charge électrique lorsqu'il est frappé par un photon de lumière infrarouge. Les détecteurs infrarouges du Webb peuvent produire une image haute définition d'1 million de pixels. Quelques-uns des détecteurs peuvent même produire une image de 4 millions de pixels. Ils doivent être suffisamment durables pour durer 10 à 20 ans, sans se déformer ou se corrompre, tout en travaillant à 7 degrés au-dessus du zéro absolu. À eux seuls, les détecteurs infrarouges du JWST sont une merveille d'ingénierie. Mais de quoi vont-ils prendre des photos? On en vient aux missions du JWST. Elles sont aussi à la pointe du progrès. 70 des 280 premières observations cibles sont des exoplanètes. Y a-t-il une autre Terre? Quelles exoplanètes semblent habitables? Le télescope Webb fournira une analyse spectroscopique détaillée de l'atmosphère de milliers d'exoplanètes connues. Pour la première fois, nous verrons des images d'exoplanètes telles qu'elles apparaissent dans la lumière infrarouge. La cosmologie, l'étude de l'univers, est peut-être la mission principale du Webb. Les galaxies qui s'éloignent si vite que leur lumière est étirée dans l'infrarouge seront une cible de choix pour l'étude. Des centaines d'heures d'observation sont nécessaires pour recueillir la faible lumière infrarouge de ces premières galaxies formées après le Big Bang. Le JWST nous donnera une image de ce à quoi ressemblait l'univers naissant. Les astronomes apprendront de nouvelles informations sur l'énergie noire, qui est à l'origine de l'expansion de l'univers, et sur le rôle que jouent peut-être les trous noirs dans la formation des galaxies. La formation d'étoiles dans la Voie lactée et les galaxies proches fait aussi partie des missions du Webb. En donnant une image à des centaines de systèmes solaires se formant autour d'étoiles naissantes, les astronomes établiront une histoire précise du développement des systèmes solaires. Désormais, les faits remplaceront la théorie et un grand pas en avant sera fait dans notre compréhension de l'espace. Le télescope spatial James Webb est un projet audacieux qui marquera un jalon important dans l'histoire de la science. Le télescope spatial James Webb ou JWST est un peu le paparazzo intergalactique ultime. Il saisit des clichés de certaines des vedettes les plus célèbres de l'univers. Étoiles, galaxies, exoplanètes. Quoi que l'on désire, le télescope spatial James Webb le prend en photo. Alors,
Si tu es un fan des célébrités cosmiques, jetons un coup d'œil à quelques-unes des plus belles photos d'étoiles. La nébuleuse de la Carène. L'image de la nébuleuse portant le nom charmant de Carina a été publiée le 12 juillet. Le télescope a capturé une magnifique vue de cette nébuleuse, située à environ 7500 années-lumière de la Terre. Surnommée les falaises cosmiques, il s'agit en fait d'un foyer de jeunes étoiles, dont certaines sont plusieurs fois plus grandes que notre Soleil. La nébuleuse de la Carène est un véritable spectacle céleste situé dans la constellation australe de la Carène. Elle est proprement énorme, avec environ 260 années-lumière de diamètre. Les étoiles massives de cette nébuleuse sont si brillantes et si chaudes qu'elles créent un nuage incandescent de gaz et de poussière autour d'elles. La nébuleuse de la Carène contient également des nuages tourbillonnants de gaz et de poussière où naissent de nouvelles étoiles. Le gaz s'effondre sous son propre poids, devient plus chaud et plus dense, et tout cela conduit finalement à la création de nouvelles étoiles. Cependant, la nébuleuse de la Carène n'est pas seulement un paisible lieu de formation d'étoiles. Elle est le théâtre de certains des événements les plus destructeurs de l'univers, capable de créer de prodigieuses ondes de choc qui anéantissent tout sur leur passage. C'est un majestueux chaos. Le quintet de Stéphane. Cette photo a également été publiée le 12 juillet. Le quintet de Stéphane est un groupe observable de 5 galaxies, situées à une immense distance de notre planète, soit environ 290 millions d'années-lumière dans la constellation de Pégase. C'est comme une réunion de familles cosmiques. Toutes ces galaxies sont liées les unes aux autres et interagissent les unes avec les autres d'une manière très intéressante. Elles s'étendent et s'attirent les unes les autres au moyen de leur gravité, échangeant constamment du gaz et de la poussière. Cette interaction entraîne la collision et la fusion de certaines galaxies, ce qui peut engendrer toutes sortes d'effets intéressants, comme des sursauts de formation stellaire et des supernovae. Grâce à James Webb, nous avons pu observer des ondes de choc, des queues de marée et d'autres détails étonnants de ces galaxies. Leurs interactions créent un spectacle époustouflant que l'on peut voir clairement sur cette photo. Jupiter. Et voici notre bonne vieille copine géante. Cette image a été publiée par la NASA le 22 août. Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Elle est connue pour ses nombreuses lunes et ses magnifiques nuages tourbillonnants. Mais elle possède également un système d'anneaux, tout comme Saturne, qui sont constitués de minuscules particules de poussière en orbite autour de la planète. Ces anneaux sont beaucoup plus petits et moins visibles que ceux de Saturne, mais ils sont tout de même très intéressants. Jupiter possède également des aurores, qui sont des spectacles lumineux colorés se produisant dans l'atmosphère de la planète. Elles sont causées par les particules chargées du vent solaire qui interagissent avec le champ magnétique de Jupiter. Comme sur Terre, elles sont visibles près des pôles de la planète. Mais ces aurores sont beaucoup plus lumineuses et intenses que les nôtres. On peut même observer ce spectacle lumineux depuis l'espace. Et aujourd'hui, nous sommes enfin en mesure de capturer ce spectacle éblouissant. La photo du télescope spatial montre les aurores de Jupiter, ses anneaux et même 2 de ses lunes, Amalthée et Adrastée. Il est étonnant de voir à quel point elles sont nettes et lumineuses sur cette photo. La galaxie de la roue de Chariot. La NASA a publié cette image le 2 août. Cette photo nous montre la galaxie de la roue de Chariot et ses proches voisines. Cette galaxie doit évidemment son nom à sa forme circulaire et elle ressemble un peu à une roue de bicyclette, n'est-ce pas? Il s'agit d'une masse géante et tourbillonnante d'étoiles, de gaz et de poussière, située dans les profondeurs de l'espace. Elle a la forme d'une roue à fuseau, avec de longs bras en spirale. Ces bras sont maintenus en l'état par la gravité de la région centrale, qui abrite un trou noir supermassif. Mais la galaxie de la roue de Chariot est un peu différente des galaxies spirales qui lui sont apparentées. Elle s'est formée lorsqu'une galaxie plus petite est entrée en collision avec une galaxie plus grande, créant une onde de choc qui s'est propagée dans le gaz et la poussière environnante. Nous devrons certainement visiter cette galaxie un jour et cela promet sans doute d'être un voyage endiablé. La galaxie spirale M74. Et voici une autre galaxie spirale. La NASA a publié cette image le 22 juillet. Le télescope James Webb a dû traverser d'épaisses couches de poussière et de gaz pour distinguer ce magnifique amas d'étoiles. M74 appartient à une classe spéciale de galaxies spirales connue sous le nom de galaxies de grand style. Cela signifie que ces bras spiraux sont visibles et clairement dessinés.
Il se passe toutes sortes de choses étonnantes à l'intérieur des galaxies spirales. Des supernovas, des étoiles naissant dans des nuages de gaz et de poussière, et bien d'autres merveilles cosmiques. Le gaz et la poussière incandescents, les étoiles brillantes et les motifs tourbillonnants des bras spiraux en font l'un des objets les plus frappants de l'univers. C'est ce que l'on peut clairement voir dans l'exemple de M74, la nébuleuse de la Tarentule. Cette image de la nébuleuse au nom effrayant de Tarentule a été publiée le 6 septembre. La photographie couvre pas moins de 340 années-lumière. C'est une distance colossale. Grâce à cette image, les astronomes ont découvert de nouvelles jeunes étoiles qui étaient auparavant masquées par la poussière. La nébuleuse de la Tarentule est située à 160 000 années-lumière de nous, dans le grand nuage de Magellan. C'est la plus grande et la plus brillante région de formation d'étoiles du groupe local, les galaxies les plus proches de notre Voie lactée. Elle doit son nom à sa forme, qui ressemble un peu aux pattes d'une grosse araignée. Il s'agit d'une vaste région de l'espace, d'environ 1000 années-lumière de diamètre, qui abrite certaines des étoiles les plus massives et les plus lumineuses de l'univers. L'une des raisons pour lesquelles la nébuleuse de la Tarentule intéresse les scientifiques est sa composition. Celle-ci est proche de celle des régions d'étoiles, dites du midi cosmique. Ce que l'on appelle l'état de notre univers lorsqu'il n'était âgé que de quelques milliards d'années. À cette époque, la formation d'étoiles était à son apogée. Grâce au télescope James Webb, nous pouvons mieux étudier cette galaxie et découvrir ce qu'était notre univers au sommet de sa gloire. Les anneaux de Neptune. Cette photo a été publiée le 21 septembre 2022. Sur cette photo, on peut même voir 6 petites lunes à côté de la planète, avec Triton qui brille de 1000 feux en haut à gauche. Tu ne pensais quand même pas qu'il s'agissait du Soleil, n'est-ce pas? Eh oui, Neptune a aussi des anneaux. C'est un peu l'accessoire cosmique ultime. Ils ajoutent une touche de glamour et de style à la planète. Mais à la différence des bagues de joaillerie, ces anneaux sont faits de petites particules de poussière, plutôt que de diamants et d'or. 5 anneaux ont été baptisés autour de Neptune. Les anneaux de Gale, le Verrier, Lassell, Arago et Adams. Les chercheurs pensent qu'ils sont relativement jeunes, bien plus jeunes que notre système solaire et bien plus récents que les anneaux d'Uranus, par exemple. Ils ont probablement été créés lorsque l'une des lunes intérieures de Neptune s'est approchée trop près de la planète et a été déchirée par sa gravité. Nous n'avions pas été en mesure d'observer les anneaux de Neptune aussi nettement depuis le passage de Voyager 2 en 1989. C'est donc une excellente occasion d'observer ces anneaux de plus près. Les piliers de la création. Cette photo a été publiée le 19 octobre. Les piliers de la création sont devenus célèbres grâce au télescope Hubble. Mais cette photo est encore plus impressionnante et beaucoup plus détaillée. Ces colonnes, situées dans la nébuleuse de l'Aigle, mesurent environ 5 années-lumière de haut, ce qui est vraiment, vraiment grand. Et elles ressemblent à de majestueuses formations rocheuses, en beaucoup plus transparent. À l'instar d'un plateau de tournage hollywoodien, il déborde d'actions et d'effets spéciaux. 16 colonnes abritent certains des processus les plus spectaculaires de l'univers. Le gaz et la poussière s'effondrent sous l'effet de leur propre gravité, formant des amas qui finiront par devenir des étoiles. La région regorge de radiations intenses, de jets de particules à haute énergie et de supernovae. C'est comme une version cosmique de Survivor. Et comme si ce n'était pas assez effrayant en soi, voici une autre photo publiée par la NASA le 19 octobre. Elle a été partagée juste avant Halloween. Ici, les piliers ressemblent à une main sinistre qui s'étire pour attraper quelque chose. Brrr. Quoi qu'il en soit, toutes ces photos nous offrent un spectacle vraiment impressionnant. Elles nous rappellent l'incroyable complexité de l'univers et les choses étonnantes qui se produisent même dans les coins les plus sombres et les plus reculés du cosmos. Espérons que le télescope James Webb continuera de nous émerveiller à l'avenir. On a voyagé loin jusqu'au noyau de la Terre et dans l'espace. Mais si l'on pouvait combiner ces aventures et découvrir ce qui se cache dans les entrailles des autres planètes et lunes du système solaire. Avec l'aide de cette hyperforeuse interstellaire, nous pouvons y parvenir, du moins en partie. Les coordonnées sont entrées, tous les systèmes sont prêts, et notre première destination est... la Lune. Notre Lune en fait. Nous atterrissons sur sa surface grise et désolée, sous un ciel noir. Pas de bleu ici, car il y a très peu d'atmosphère pour disperser la lumière.
La foreuse se met en marche et nous traversons d'abord la couche externe de la Lune, la croûte, comme sur Terre. Comme nous sommes sur la face ensoleillée, l'épaisseur de cette couche n'est que de 70 km. Mais si nous nous posions sur la face cachée, elle serait plus de 2 fois plus épaisse. La Lune est un corps rocheux, sa croûte est donc en grande partie constituée de silicium, de fer, d'aluminium, de calcium, d'oxygène et de magnésium, avec des quantités beaucoup plus faibles d'autres éléments. Plus bas, on trouve le manteau, et c'est un voyage long et fastidieux. Cette couche a une épaisseur d'environ 1400 km. Elle se réchauffe au fur et à mesure que l'on s'enfonce, et on y trouve des minéraux composites, le pyroxène et l'olivine. Ils sont composés de fer, de silicium, d'oxygène et de magnésium, dans des proportions différentes. Puis, on traverse les couches dures, et on entre dans le noyau externe semi-fondu. Un autre voyage d'environ 150 km nous attend à travers ce marécage brûlant, et on plonge dans l'océan de fer du noyau liquide. Il fait près de 100 km d'épaisseur, et le métal en fusion menace de nous vaporiser à tout instant. Mais cette foreuse a été conçue pour supporter des assauts impitoyables. Et puis soudain, on s'arrête. Dans les parties les plus profondes de la Lune, il y a un noyau de fer solide qui a une épaisseur de 240 km. On pourrait forer à travers, mais ce ne sera pas nécessaire. Alors on y place juste le drapeau, puis on passe à la planète suivante sur notre liste de forage. Et il s'agit de Mercure. Il faisait déjà chaud à l'intérieur de la Lune, mais à la surface de la plus petite planète du système, ça l'est encore plus. C'est parce qu'elle est si proche du Soleil, bien sûr. Très bien, forons. Mercure possède une coquille externe assez épaisse, qui est à la fois sa croûte et son manteau, et qui s'étend sur environ 400 km de profondeur. Ce n'est pas le voyage le plus fascinant, elle ressemble à la Terre dans plusieurs aspects. Mais ensuite, la foreuse s'arrête et s'enfonce dans une paroi métallique solide. Il s'agit du noyau de Mercure qui a un diamètre de plus de 4000 km. Il occupe 85% du diamètre total de la planète. Inutile d'essayer de forer à travers celui-ci, il est entièrement métallique et extrêmement dense. Passons à la planète suivante, et nous voici sur Mars à présent. Oh, regarde, c'est le coucher du soleil ici, et le soleil rend le ciel d'un bleu brumeux. Mais tu connais la procédure. Je veux dire, on est ici pour forer, et c'est ce qu'on va faire. La croûte de Mars est assez fine comparée à celle de la Terre, seulement 10 à 50 km de profondeur. Mais sa composition est sensiblement la même. Fer, aluminium, calcium, potassium et magnésium. C'est l'une des raisons pour lesquelles les humains cherchent à coloniser un jour la planète rouge. Elle est très semblable à la nôtre. Nous avons très vite percé la première couche, et la seconde, le manteau, se trouve maintenant devant nous. C'est une couche dure et rocheuse d'une épaisseur d'environ 3000 km. En raison de sa taille, Mars n'est plus actif sismiquement. Il n'y a tout simplement pas de magma en ébullition sous la surface de la planète, ce qui la rend silencieuse et paisible. C'est un long travail de forage, mais nous nous arrêtons finalement de manière brutale en nous heurtant au noyau, une boule de fer, de nickel et de soufre d'un diamètre de 3200 à 4200 km. Ce noyau est plus gros que celui de Mercure, mais la planète elle-même est plus grosse aussi, donc ça se comprend. Ok, notre prochain arrêt est encore plus intéressant car il s'agit de Jupiter. Cette géante gazeuse a une masse 2 fois supérieure à celle de toutes les autres planètes du système solaire réunies. Et nous avons atterri en plein milieu d'un océan. L'océan, si j'ose dire, est le plus grand de tout le système, et il est fait d'hydrogène liquide. La foreuse passe sans problème à travers la surface de la planète, puisqu'il n'y a pas de roche ou de métal dur ici, seulement du gaz et du liquide. Mais les secousses, aïe aïe aïe, la pression sur cette planète est plus qu'énorme, elle est inimaginable. La foreuse est à peine capable de la supporter, et plus elle s'enfonce, plus la pression augmente aussi. Nous avons atteint le noyau de Jupiter, et ces conditions sont presque insoutenables. La température ici est d'environ 50 000 degrés Celsius. Et le noyau lui-même n'est pas solide mais liquide, maintenu par l'immense pression de tous les côtés. La foreuse commence à vibrer de façon inquiétante. Mauvais signe. Vite, on sort d'ici avant qu'elle ne se brise. Ouf, pas de vent, pas de pression, pas de chaleur. Tout autour de nous n'est qu'un vaste désert glacé, sillonné de crêtes et de bandes rougeâtres. C'est Europe, une des lunes les plus prometteuses de Jupiter. Pendant que nous forons à travers la glace, laisse-moi t'expliquer. Europe est l'une des candidates les plus probables pour abriter une vie extraterrestre dans le système solaire. Et elle peut être trouvée juste en dessous de la coquille de glace à travers laquelle nous sommes en train de creuser. Elle n'a qu'une épaisseur de 15 à 25 km, alors qu'en dessous se trouve un énorme océan d'eau salée, 2 fois plus grand que tous les océans de la Terre réunis.
Le point le plus profond de la Terre est le Challenger Deep, et il se trouve à un peu plus de 10 km de profondeur. L'océan d'Europe, quant à lui, peut atteindre jusqu'à 160 km de profondeur. Qui sait ce qui peut se cacher dans cette mer si sombre et si profonde? Quoi qu'il en soit, on traverse rapidement cette eau et on atteint finalement le fond de l'océan. Le manteau commence ici et il est fait de roches, tout comme sur Terre. Et à peine plus profond, on trouve le noyau métallique de ce satellite. Europe est un peu plus petite que la Lune de la Terre. Il n'est donc pas très surprenant d'atteindre son centre assez rapidement. Ok, on continue et on va plus loin. Oh, je préfère qu'on foire aussi vite que possible. Regarde autour de toi, ça brûle ici. Nous sommes bien sur Io, une autre lune de Jupiter, et le monde le plus volcaniquement actif du système solaire. Regarde, ce volcan fait 2 fois la taille du mont Everest, et il est en train d'entrer en éruption. Heureusement, nous sommes déjà sous la surface d'Io, mais ça ne veut pas dire que nous sommes en sécurité pour autant. Tout est en fusion ici aussi, et principalement de couleur jaune et brunâtre à cause des énormes quantités de soufre. La puanteur doit être horrible. Bref, la caractéristique la plus particulière est que tout est toujours en mouvement sur Io, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Jupiter et ses autres lunes génèrent d'énormes forces de marée, faisant gonfler la surface d'Io de plus de 100 mètres de haut en bas, comme les plus grands tsunamis sur Terre. Sauf qu'ici, ce n'est pas de l'eau, mais de la roche. Plus on s'enfonce, plus ça se calme, jusqu'à ce que l'on arrive au noyau de fer. C'est toujours chaud ici, mais au moins, il n'y a pas de tremblement et de gonflement comme au-dessus. Mettons un autre drapeau et allons au prochain point. Et ce serait bien Saturne, la deuxième plus grande planète du système solaire et la plus connue pour ses anneaux spectaculaires. Pas la seule à en avoir d'ailleurs, mais nous y reviendrons. Maintenant, comme tu l'as sûrement remarqué, notre foreuse tombe simplement à travers l'hydrogène et l'hélium gazeux qui constituent la majeure partie de la surface et de l'atmosphère de la planète. Pas besoin de travailler ici, il suffit d'attendre et d'espérer que l'immense pression ne réduira pas notre foreuse en un tas de ferraille. Enfin, la pression est devenue si énorme qu'on se retrouve dans l'hydrogène liquide. Et là, on commence à plonger. Bientôt, on va atteindre le noyau solide de Saturne. Ah, nous y sommes. Il est fait de fer et de nickel et est en fait assez petit comparé au reste de la planète. Bien, une dernière destination nous attend, alors allons-y. Et nous voilà, Neptune. La foreuse déploie immédiatement des ancres car les vents sont ici extrêmement puissants. Ils atteignent des vitesses 5 fois supérieures à celles des ouragans les plus dévastateurs sur Terre. Neptune est recouverte d'une assez fine couche d'hydrogène et d'hélium, tout comme Saturne ou Jupiter. Mais en dessous, il y a bien plus que cela. Il fait chaud, il y a du vent et on se sent très seul ici, à la périphérie du système solaire. Alors, autant creuser. Sous les gaz, on trouve tout à coup une masse chaude et bouillonnante d'eau, de méthane et d'ammoniac. Ouf, ces substances sont chaudes même si Neptune est appelée une géante de glace. Ce nom vient de son noyau. Au plus profond, là où nous nous dirigeons rapidement en ce moment même, une petite boule de roche et de glace trône toute seule. Et malgré les températures ardentes du dessus, la glace en dessous reste toujours froide. Mercure est la planète qui est généralement la plus proche de la Terre. Cela te surprend? Vénus est certainement plus proche de nous que Mercure. Elle peut être aussi proche que 40 millions de kilomètres. Après tout, Vénus est la deuxième planète en partant du Soleil et la Terre est la troisième. Même Mars est plus proche de la Terre que Mercure. La planète rouge peut s'approcher de nous à 56 millions de kilomètres, comme elle le fera d'ailleurs en 2287, si jamais tu comptes l'attendre. La distance moyenne entre la Terre et Mercure est quant à elle de 77 millions de kilomètres. Mais Mercure reste habituellement la planète la plus proche de la Terre, parce que Vénus est quelque part de l'autre côté du Soleil pendant 112 jours. Et que Mars est très éloigné dans son orbite super elliptique pendant une durée de presque 2 ans. Il reste donc Mercure qui passe entre la Terre et le Soleil tous les 44 jours et qui est donc habituellement plus proche de la Terre que Vénus ou Mars. Pourtant, 22 vaisseaux spatiaux ont réussi à se rendre sur Vénus, plus de 30 se sont rendus sur Mars, mais seulement 2 sont allés sur Mercure. Alors qu'est-ce qui rend le trajet si difficile ? Eh bien, cela est lié au Soleil. Mercure n'est pas seulement la planète qui est habituellement la plus proche de la Terre, c'est aussi la planète qui est toujours la plus proche du Soleil, à 46 millions de kilomètres pour être précis. Et aussi proche du Soleil engendre quelques obstacles de navigation, et c'est peu dire.
tout vaisseau spatial se dirigeant vers Mercure est accéléré par l'énorme attraction gravitationnelle du Soleil. Le vaisseau spatial se déplacera trop vite pour se mettre en orbite autour de Mercure. C'est pourquoi le premier vaisseau spatial qui s'est rendu sur Mercure, le vaisseau américain Mariner 10, a simplement survolé Mercure 3 fois, mais n'a pas essayé de se mettre en orbite autour. Le seul autre vaisseau à s'être rendu sur Mercure, le vaisseau spatial américain Messenger, a mis 6 ans et demi pour y arriver. Messenger s'est mis en orbite pendant 4 ans avant de tomber à court de carburant et de s'écraser sur la surface de Mercure le 20 avril 2015. De nombreux vaisseaux spatiaux ont volé vers Jupiter en à peu près le même temps ou moins qu'il a fallu à Messenger pour aller sur Mercure. Le problème est la décélération du vaisseau spatial. Tout simplement, il faut trop de réserves de carburant à bord pour allumer les moteurs dans le sens inverse et freiner le vaisseau contre l'énorme gravité du Soleil. Ralentir suffisamment pour se mettre en orbite autour de Mercure n'est pas envisageable avec l'énergie de la fusée. Il fallait trouver un autre moyen de ralentir Messenger, un moyen qui n'utilise pas beaucoup, voire pas du tout, de carburant. Messenger pesait environ 1100 kg et était chargé de 9 pièces d'équipement scientifique de pointe. 55% du poids total, soit environ 600 kg, était du carburant. Ce carburant ne serait pas utilisé pour ralentir le vaisseau, mais pour 5 brûlages de moteurs associés aux assistances gravitationnelles, ainsi que pour les ajustements orbitaux une fois que Messenger serait arrivé sur Mercure. Les assistances gravitationnelles utilisent la gravité d'une planète et sa vitesse orbitale pour accélérer ou ralentir un vaisseau. Si le vaisseau s'approche d'une planète avec un angle de déplacement vers l'avant, c'est-à-dire un angle dans le sens où la planète tourne autour du Soleil, alors la gravité de la planète et la vitesse orbitale de la planète donnent au vaisseau spatial un coup de pouce, augmentant considérablement la vitesse du vaisseau et l'envoyant dans une autre direction. Cette augmentation de vitesse peut être renforcée si le vaisseau spatial allume ses moteurs de fusée au bon moment. Par exemple, les deux sondes américaines Voyager ont utilisé la gravité massive de Jupiter pour les propulser vers les planètes géantes gazeuses extérieures et finalement hors du système solaire. Les assistances gravitationnelles peuvent aussi être utilisées pour ralentir un vaisseau spatial, comme dans le cas de Messenger. En entrant dans la trajectoire orbitale d'une planète face à celle-ci, la gravité de la planète tire sur le vaisseau spatial et le ralentit. Une combustion du moteur est nécessaire à ce moment-là pour échapper à la trajectoire orbitale de la planète. Messenger a effectué un survol assisté par gravité de la Terre, 2 survols assistés par gravité de Vénus et 3 survols assistés par gravité de Mercure. Ce n'est qu'ensuite qu'il a été suffisamment ralenti pour entrer en orbite autour de Mercure. La sonde a parcouru la distance stupéfiante de 8 milliards de kilomètres pour atteindre Mercure depuis la Terre. C'est plus loin que Pluton, à son point le plus éloigné de la Terre. Le nom Messenger est un acronyme presque aussi astucieux que sa trajectoire complexe vers Mercure. Comme Mercure est la planète qui se déplace le plus rapidement, les Grecs anciens ont désigné Mercure comme le messager de l'Olympe. Déjà à l'époque, les nouvelles voyageaient vite. Messenger est l'abréviation de Mercury Surface Space Environment Geochemistry and Ranging, ce qui signifie surface de Mercure, environnement spatial, géochimie et télémétrie. La bonne nouvelle, c'est qu'une autre mission vers Mercure est en cours en ce moment. Il s'agit d'une mission spatiale combinée entre ESA et JAXA, qui amène 2 satellites en orbite vers Mercure. La mission n'utilise pas d'acronyme pour son vaisseau spatial, qui porte le joli nom de Bepi Colombo. Le docteur Giuseppe Colombo, dont l'engin spatial porte le nom, est un mathématicien italien et professeur de mécanique appliquée. Il a travaillé avec la NASA sur la mission Mariner 10 vers Mercure. Bepi est le surnom d'enfance de Giuseppe, par lequel tout le monde l'appelait. La NASA s'était contentée d'un seul survol de Mercure, le tout premier. Mais le professeur Bepi a calculé qu'avec un léger ajustement de la trajectoire de vol pour permettre une assistance gravitationnelle à Vénus, Mariner 10 pourrait survoler Mercure encore et encore sur différentes orbites autour du Soleil. Grâce à Bepi, la NASA a obtenu 3 survols de Mercure pour le prix d'un. Le vaisseau Bepi Colombo doit effectuer 9 survols assistés par gravité. 1 autour de la Terre, 2 autour de Vénus et 6 autour de Mercure.
Chaque décélération planétaire ralentira Bepi-Colombo par rapport à la vitesse à laquelle Mercure se déplace autour du Soleil. Cela permettra une insertion orbitale. Sinon, Bepi-Colombo se dirigerait tout droit vers le Soleil. Une fois en orbite autour de Mercure, le module de transfert de Mercure de Bepi-Colombo, ou MTM en abrégé, libérera 2 satellites, un européen, le MPO, Mercury Planetary Orbiter, et un japonais, le MIO, Mercury Magnetospheric Orbiter. Tous deux devraient être en orbite autour de Mercure pendant 1 an. Au total, le MCS, Mercury Composite Spacecraft, comprend le MPO, le MIO, le MTM et le MOSIF, Magnetospheric Orbiter Sunshield and Interface Structure, qui protège le vaisseau spatial du Soleil et abrite l'électronique de MIO. Cette soupe alphabétique de composants de mission met en évidence l'autre raison pour laquelle il est difficile de se rendre sur Mercure. Après 6 ralentissements d'assistance gravitationnelle, 6 brûlages de moteurs, 18 orbites autour du Soleil, 6 ans et demi de voyage et 8 milliards de kilomètres parcourus, il faut apporter tout un jeu d'équipements sur mesure. C'est comme ce pique-nique en montagne que tu aimerais faire. Tu ne peux pas simplement y aller en voiture. Tu dois faire une longue randonnée sur un sentier de montagne escarpé et apporter de l'insecticide, de la crème solaire, une casquette, sans oublier le déjeuner et les boissons. Bepi-Colombo a tout emporté, y compris le pique-nique. Non, pas vraiment. La conception est incroyablement complexe. Rien ne peut faire face au Soleil, pas même les panneaux solaires. Ils doivent rester tournés presque à angle droit par rapport au Soleil, sinon la chaleur et le flux de particules vont corroder les cellules solaires et sans électricité, il n'y a plus rien. Par conséquent, à angle droit par rapport au Soleil, les panneaux solaires doivent être très longs, comme s'il n'y avait qu'un tout petit peu de Soleil. Les panneaux solaires de Bepi font 15 mètres de long. L'écran solaire doit rester aligné de façon gyroscopique vers le Soleil pour que tous les instruments soient toujours à l'ombre, mais aient toujours une ligne de vue sur ce que chacun est censé surveiller. Et il y a beaucoup d'instruments, 5 dans l'orbiteur de la JAXA et 11 dans celui de l'ESA. Les objectifs scientifiques sont d'ajouter à ce que nous avons appris lors des 2 précédentes missions vers Mercure. Les données recueillies par Bepi-Colombo permettront aux scientifiques d'étudier l'intérieur et la composition de la planète, ainsi que la géologie et la morphologie de la surface de Mercure, la formation et l'histoire de l'évolution de son champ magnétique, les interactions de la planète avec le vent solaire et son environnement général. En tant que planète riche en métaux, Mercure pourrait abriter une grande richesse en minéraux, que Messenger n'a pas réussi à détecter. Bepi-Colombo a été lancé en octobre 2018 et encore un long chemin à parcourir avant de se mettre en orbite autour de Mercure. Cependant, Bepi a déjà survolé Mercure et renvoyé de nouvelles photographies. L'Agence spatiale européenne est ravie de sa première mission chaude. Toutes les missions précédentes de l'ESA ont été des missions froides vers des objets situés plus loin dans l'espace, comme Mars, la ceinture d'astéroïdes, des comètes et d'autres endroits éloignés dans le système solaire. Tout ce qu'on peut dire, c'est bonne chance à Bepi-Colombo. Espérons que tout se passe bien lors de sa mission à 400 degrés Celsius vers Mercure. Espérons que la longue queue de gaz de l'exosphère de Mercure, faite de sodium, magnésium et potassium, soufflée de la surface de la planète par le vent solaire, n'embue pas les lentilles et ne recouvre pas les panneaux solaires. TRES-2b est une planète où la nuit ne finit jamais. Et ce n'est pas une nuit habituelle avec des étoiles qui brillent dans un ciel magnifique. Là, il fait nuit noire et une chaleur torride. TRES-2b est une géante gazeuse environ 1,5 fois plus massive que Jupiter, et sa surface absorbe mieux la lumière que le charbon de bois. Elle pourrait aussi avoir une faible lueur rouge foncé à cause de son air brûlant, qui est aussi chaud que de la lave. Dans le système stellaire de 55 Cancri, il y a 5 planètes, dont 4 sont des géantes gazeuses semblables à Jupiter et Saturne. Mais la 5e, ou plutôt la première, car elle est la plus proche de l'étoile, diffère des autres de façon tout à fait effrayante. 55 Cancri E est si proche de son étoile que la moitié de la surface de la planète est un véritable océan de lave en fusion. L'autre moitié est dans une obscurité éternelle car elle ne voit jamais le soleil. La planète est toujours tournée vers son étoile d'un seul côté. Entre le brûlant et l'obscurité, il y a la zone crépusculaire, une fine bande de néant lugubre.
HD 189733b est la seule exoplanète dans l'orbite de son étoile et à première vue, elle est plutôt jolie. Des tourbillons bleus et blancs formant de merveilleux motifs à sa surface. Mais ces couleurs chatoyantes proviennent en fait de particules de silicate dur dans l'atmosphère de la planète, ce qui signifie qu'il y pleut du verre. Mais le pire, c'est que les vents atteignent la vitesse de 8700 km/h, soit presque Mach 7. À titre de comparaison, la vitesse du vent le plus rapide sur Terre est de 409 km/h, soit plus de 20 fois moins. Ainsi, le verre qui tombe du ciel se déplace horizontalement à des vitesses hypersoniques, déchiquetant tout sur son passage. Le système suivant, système stellaire de PSRB 1257+12, abrite 3 exoplanètes, qui sont toutes lentement détruites par leur propre étoile. Cela se produit parce que cette étoile n'est pas ordinaire, c'est un pulsar, le noyau d'une étoile explosée qui tourne rapidement. Il crée de puissantes impulsions électromagnétiques dans plusieurs directions, tout en tournant à plusieurs milliers de fois par seconde. Par conséquent, les planètes en orbite autour de cette étoile déchue sont lentement rongées et finiront par disparaître entièrement. Kepler 70 est une étoile naine bleue chaude qui a explosé en géante rouge il y a environ 18 millions d'années. À l'époque, elle était orbitée par au moins 2 planètes, dont la plus proche était une géante gazeuse semblable à Jupiter. Elle s'appelait Kepler 70b et elle existe toujours, mais l'étoile géante l'a consumée et transformée en un monde rocheux brûlant. Actuellement, c'est l'une des planètes les plus chaudes jamais découvertes. Sa température est plus élevée que la surface de notre Soleil. Elle a eu de la chance de survivre au temps passé à l'intérieur de l'étoile, mais elle est en train d'être vaporisée. Elle n'existera probablement plus dans un avenir proche. WASP-12b est l'une des planètes les plus étranges et tristes qui existent. L'énorme gravité de son étoile, combinée à la composition gazeuse de la planète, font que l'étoile dévore lentement sa protégée. WASP-12b a déjà pris la forme d'un œuf, étiré vers son impitoyable soleil. Et elle ne peut rien faire pour inverser la tendance. Dans 10 millions d'années encore, la planète succombera inévitablement à l'appétit de l'étoile vorace. Si tu t'es déjà demandé ce que c'était que de marcher sur de la glace et des charbons ardents en même temps, Gliese 436b est une planète qui t'en donnerait un exemple frappant. Étant extrêmement proche de son Soleil, cette exoplanète de la taille de Neptune affiche des températures plus chaudes qu'un four ardent. Et pourtant, elle est recouverte de glace qui brûle sans cesse. Cette glace est beaucoup plus dense en raison de l'énorme gravité de la planète. Elle reste solide même dans des conditions extrêmes et ne fond pas. Vénus, la jumelle maléfique de la Terre, a aussi sa place sur cette liste de mondes effrayants. La deuxième planète en partant du Soleil a une atmosphère si épaisse et chargée de nuages que sa surface est bien plus chaude que celle de Mercure. Des éruptions volcaniques secouent constamment Vénus, il y règne un effet de serre suffocant. Et ces nuages ne sont pas faits d'eau mais d'acide sulfurique, qui se condense et pleut sur le sol, ajoutant à la fournaise ambiante. Mais même si tu étais assez courageux ou insensé pour essayer de passer à travers ces nuages, tu ne pourrais probablement pas. Les vents sont aussi forts que certains des ouragans les plus puissants sur Terre. Voilà un nom très long pour une planète très très froide. Bien que son étoile haute ne soit pas très éloignée, il s'agit d'une petite naine rouge plutôt froide dont la lumière et la chaleur atteignent à peine la planète. Les températures y descendent jusqu'à moins 223 degrés Celsius, ce qui n'est que très légèrement moins froid que le zéro absolu. L'exoplanète est donc sombre, lugubre et couverte de glace éternelle qui ne dégèle jamais. Néanmoins, si elle y possède un noyau rocheux, elle peut générer de la chaleur. Donc il y a une chance que des choses inconnues et étranges se cachent sous sa surface gelée. Dimidium, située à environ 50 années-lumière de notre système solaire, est une planète hostile à tout être vivant à bien des égards. Elle est en rotation synchrone avec son Soleil, ce qui signifie qu'un de ses côtés est toujours tourné vers l'étoile, tandis que l'autre est toujours dans l'ombre. Le côté chaud est chauffé à plus de 980 degrés Celsius et est perpétuellement balayé par des vents atteignant 1000 km/h. Bien que Dimidium soit une géante gazeuse, elle contient une grande quantité de fer, qui fond et s'évapore dans l'atmosphère, créant des nuages.
Et lorsque ceux-ci se refroidissent, ils tombent sur la surface sous forme d'une pluie infernale de fer fondu. L'oxygène est généralement considéré comme un élément susceptible d'apporter la vie à une planète. Mais ce n'est absolument pas le cas sur Osiris. Les scientifiques ont été choqués de trouver de l'oxygène sur cette planète, ou plutôt autour d'elle, car elle est 8 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Cette distance extrême fait d'Osiris un endroit où tout ce qui peut brûler le fait. La distance est aussi responsable de l'orbite très courte de la planète autour de son étoile. Une année sur Osiris correspond à seulement 3,5 jours sur Terre. De plus, l'atmosphère de la planète est constamment soufflée par la chaleur de son Soleil. Corotte Exo 3b n'est ni aussi chaude ni aussi froide que certaines des autres sur cette liste, mais elle installe une terreur autrement plus insidieuse. C'est une géante gazeuse d'une taille similaire à celle de Jupiter, mais 20 fois plus dense. Cela fait que la gravité de cette exoplanète pèse sur tout ce qui se trouve à sa surface 50 fois plus fort qu'elle ne le ferait sur Terre. Marcher dessus causerait ta perte, car tu serais immédiatement écrasé par la densité de son atmosphère. Corotte 7b est un autre monde semblable à un four. Sa température quotidienne est de plus de 2200 degrés Celsius. Combinée à sa surface rocheuse, elle arbore un paysage infernal. Les roches sur le sol bouillonnent et s'évaporent dans l'atmosphère, où elles refroidissent et finissent par retomber sur la surface en une pluie de soufre. La chose la plus triste à propos de Corotte 7b est qu'elle aurait pu être autrefois une géante gazeuse dont l'atmosphère a été anéantie en raison de la chaleur, ne laissant que le noyau brûlé. Puna au Pérou. C'est un désert vide, une terre rocailleuse et un grand rien. Ah non, attends, il y a la Yareta. La Yareta est une plante à fleurs tellement particulière qu'on pourrait croire qu'elle a été photoshopée. C'est dire à quel point elle est différente du reste du désert. À première vue, on dirait des rochers couverts de mousse. Mais il s'agit d'une plante vieille de 3000 ans, que l'on trouve dans les prairies gelées de la Puna, dans les Andes. Cette plante pousse en groupe, et elles sont si denses que tu pourrais te tenir sur un arbuste de Yareta et il supporterait ton poids sans problème. Le Spotted Lake au Canada. Certains l'appellent le lieu le plus magique du Canada. En hiver et au printemps, ce n'est qu'un lac ordinaire qui ressemble à n'importe quel autre. Mais essaie d'y aller en été, quand l'eau commence à s'évaporer. Tu auras l'impression d'entrer dans un autre monde, un paysage avec des taches bleues, vertes et jaunes. En été, il y a plus de 300 piscines et elles sont magiques. Au cours des siècles, les gens ont toujours cru que chacune d'entre elles avait des propriétés curatives différentes. Oh, et l'explication de ces couleurs vives est purement scientifique. Chacune d'entre elles a une forte concentration de minéraux différents. Rio Tinto en Espagne. Depuis plus de 5000 ans, le fleuve Rouge est entouré de mines de cuivre, d'argent, d'or et d'autres minéraux. Ces minéraux donnent à la rivière sa couleur rougeâtre si particulière. Les gens ont exploité cette région pendant des siècles, jusqu'à ce que toute l'industrie commence à disparaître. Les mines sont restées abandonnées jusqu'à leur redécouverte au XVIIIe siècle. La rivière est assez impressionnante, mais elle est aussi très dangereuse pour les humains en raison de sa forte acidité. Les bactéries présentes dans l'eau créent des conditions similaires à celles que l'on peut trouver dans d'autres endroits de notre système solaire. Par exemple, les scientifiques pensent qu'il y a une chose assez identique sur l'une des lunes de Jupiter, Europe. Un océan acide est caché sous la surface de la Lune. La baie de Toyama. Si tu te promènes le long de la côte de la baie de Toyama au Japon, tu auras peut-être la chance de voir une lumière bleu néon du genre mystique. Elle vient de sous l'eau et éclaire la mer pendant la nuit. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux voir un phénomène pareil. C'est le calmar luciole qui est responsable de ce spectacle époustouflant. Cette créature habite à une profondeur de plus de 200 mètres sous la surface. Mais au printemps, ils se regroupent près de la côte. Parfois, les vagues les emportent même jusqu'au rivage. La lumière que ces animaux émettent est en fait un camouflage qui les aide à se cacher et à se protéger. Pendant la journée, les calmars retournent dans les profondeurs, mais la nuit, ils reviennent faire la fête près du rivage. La lumière qu'ils produisent n'est pas suffisamment forte pour pouvoir lire un livre dans le noir, mais elle est tout de même assez impressionnante. Fly Geyser, Nevada, aux États-Unis. Imagine que tu es dans une fusée spatiale. À un moment donné, tu réalises que tu es entré dans l'atmosphère d'une planète inconnue. Tu n'as même pas vu qu'elle était là. La gravité de la planète commence à tirer ta fusée vers le bas. Bientôt, elle s'écrase sur sa surface. Heureusement, ton vaisseau spatial est assez solide et reste intact.
Alors tu enfiles ta combinaison spatiale et tu vas voir dehors en rampant. Juste devant toi, il y a quelque chose que tu n'avais jamais vu auparavant. Une nature incroyable, des couleurs extraordinaires et un truc bizarre qui ressemble à une montagne. Et soudain, il crache une colonne d'eau bouillante. Tu secoues la tête, encore ton imagination débordante. Tu es en fait dans le Nevada, en train de regarder le Fly Ranch Geyser. Ne sois pas déçu, il est quand même incroyable. Ce geyser est apparu dans les années 1960, lorsqu'une compagnie d'énergie géothermique a effectué un forage. Cela a permis à la nappe phréatique de s'échapper. Et les couleurs sont similaires à celles que tu peux voir dans le parc national de Yellowstone, et c'est tout simplement à cause des algues. En parlant de Yellowstone, c'est un autre endroit qui semble avoir été extrait d'une autre galaxie. Sur une superficie plus grande que les États du Delaware et du Rhode Island réunis, on trouve plus de 10 000 structures hydrothermales, 500 geysers et des chutes d'eau incroyables. Tsingy de Bemaraha à Madagascar. Voici un endroit où tu peux facilement t'imaginer en train de tomber nez à nez avec des animaux très anciens. Tu peux presque les voir se cacher parmi les rochers pointus qui montent jusqu'à 100 mètres. La moitié de ce parc national est recouverte de forêt et l'autre moitié est constituée de rochers formés par l'érosion de l'eau. L'endroit abrite de nombreux animaux comme des caméléons, des iguanes, des grenouilles et de nombreuses espèces de lémuriens. Glacier Vatnajökull en Islande. Dans ta quête pour découvrir les merveilles extraterrestres de notre planète, n'oublie pas de passer par l'Islande. Tu y trouveras le plus grand glacier de toute l'Europe. À certains endroits, la glace peut avoir plus de 914 mètres d'épaisseur. Vatnajökull possède 30 glaciers émissaires prêts à être explorés. Ce sont des canaux de glace qui autrefois sortaient d'une calotte glaciaire mais restaient coincés dans les limites de la vallée. Quant aux célèbres grottes de glace islandaises, elles se forment lorsque l'eau de fonte traverse un glacier en essayant de remonter jusqu'à la surface. Cela se produit généralement en été, lorsque les températures sont plus élevées et que le flux d'eau est plus intense. Lorsque les températures baissent, l'eau gèle. C'est ainsi que les grottes se forment. Staffa, Écosse, Royaume-Uni. Staffa est une île inhabitée qui ressemble à une autre planète. Une fois que tu la vois, tu ne peux pas te défaire du sentiment qu'elle cache des tas de secrets. Pourtant, en réalité, c'est un lieu calme, presque entièrement occupé par les oiseaux de mer et les phoques. Pourtant, personne ne peut contester que les incroyables colonnes de roches donnent à cet endroit un aspect unique et mystérieux. Cela a toujours encouragé les gens du coin à répandre des légendes sur cette grotte inhabituelle. Les colonnes elles-mêmes se sont formées il y a des millions d'années, principalement à cause d'éruptions volcaniques. Glowworm Caves, Nouvelle-Zélande. Imagine que tu trouves une entrée dans une grotte magique. Tu avances à toute vitesse sur ton bateau, impatient de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Et tu es récompensé par l'une des plus belles visions qui soit. Tu découvres une grotte fermée qui semble se trouver sous un magnifique ciel étoilé. Tu n'as pas besoin de faire tout le tour de la Voie lactée pour trouver quelque chose de semblable. Les Glowworm Caves en Nouvelle-Zélande sont là pour toi. Les grottes ont commencé à se former il y a des millions d'années. Et maintenant, elles possèdent une impressionnante collection de stalagmites et de stalactites. Mais ce qui les rend vraiment uniques, ce sont leurs verres luisants. Les grottes abritent des milliers et des milliers de larves lumineuses. Les vers ont besoin d'attirer des insectes et d'éventuels partenaires. Pour ce faire, ils utilisent leur queue qui brille dans le noir. Il y a beaucoup de grottes comme celle-ci dans la région, et les gens les explorent depuis plus de 100 ans. Le Wulingyuan est une zone d'intérêt historique dans le Zhangjiajie, en Chine. Cet endroit étonnant offre des paysages à couper le souffle et compte plus de 3000 piliers de grès. On dirait que la nature a décidé de faire sa propre version des gratte-ciel. Certains d'entre eux atteignent la moitié de la taille de l'Empire State Building. En général, il est impossible de savoir où commencent les piliers. Tout ce que tu vois quand tu essaies de deviner ce qu'il y a au fond, c'est un brouillard sans fin. 2 ponts en pierre naturelle semblent flotter parmi les piliers perdus dans les nuages. L'œil de l'Afrique. C'est un mystère qui est resté caché pendant des millénaires. Cette formation géologique est difficile à repérer lorsque tu te tiens debout normalement. C'est pourquoi elle n'a pas été découverte avant que les gens commencent à explorer l'espace. Pendant un certain temps, les scientifiques ont cru qu'il s'agissait d'un cratère d'impact créé par un objet spatial qui avait heurté la surface de la Terre. Mais après avoir fait des recherches, ils ont découvert que l'origine de l'œil était entièrement terrestre.
De nos jours, les géologues pensent que la formation de cet œil a commencé il y a plus de 100 millions d'années, lorsque la tectonique des plaques a déchiré le supercontinent connu sous le nom de Pangée. La roche en fusion qui remontait vers la surface a créé un énorme dôme composé de différentes couches. Plus tard, l'activité volcanique et l'érosion ont fini de former l'œil. Lac Baïkal, Russie. Le plus profond, le plus ancien et l'un des plus grands lacs d'eau douce du monde a forcément des secrets qui lui sont propres. Le lac est gelé de début janvier à mai. En été, l'eau est si claire que l'on peut voir jusqu'à 40 mètres de profondeur. C'est parce que la glace dégelée des montagnes sibériennes est incroyablement pure. Il n'y a pas non plus de sels minéraux dans le Baïkal. Salar de Uyuni, Bolivie. C'est l'un des endroits les plus difficiles d'accès d'Amérique du Sud. La plus grande plaine salée du monde s'étend sur plus de 10 400 km². Il est apparu lorsque les lacs préhistoriques se sont évaporés il y a des milliers d'années. Une épaisse croûte de sel s'étend au-delà de l'horizon. À un moment donné, on ne sait même plus où la Terre se termine et le ciel commence. Le désert d'Atacama, au Chili. Le désert le plus sec du monde est fait de paysages rocheux, de lacs salés, de dunes et de températures extrêmes. Dans certaines parties du désert, il n'y a pas eu de pluie depuis près de 500 ans. Sans eau ni nutriments provenant du sol, il n'y a pas non plus de plantes. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu peux avoir l'impression d'être sur une autre planète comme Mars. Mais attends que la nuit tombe. Tu pourras admirer un ciel infini rempli d'étoiles, comme une fenêtre ouverte sur l'univers et ses mystères.